envie de vous parler ici de satellites. Tu veux dire quoi, comme la Lune? Non, de satellites artificiels, et plus particulièrement de super satellites artificiels. Car comme vous le savez, l'espace est un milieu hostile, et sa simple exploration est déjà un vrai défi. Alors certes, aujourd'hui, il y a déjà de nombreux satellites qui tournent déjà autour de la Terre, je dirais même que notre espace en est complètement pollué. Mais tenter de repousser les limites du voisinage, et aller explorer des endroits bien plus reculés, bah c'est pas la même cam, ça demande pas la même masse de travail. Et si on le fait, je veux dire débloquer des fonds colossaux pour un robot qu'on ne reverra absolument jamais, bah c'est qu'on a souvent une bonne raison derrière. On a tous l'exemple de Curiosity, un rover récemment envoyé sur la planète Mars, qui est un véritable laboratoire ambulant, qui est chargé de retrouver des traces d'une vie passée sur cette planète. Donc je trouve ces super satellites intéressants pour au moins deux bonnes raisons. La première, c'est leur découverte. Ils passent des milliers d'heures à travailler sans interruption, tout ça pour bouleverser la science et notre connaissance sur le monde. La seconde, c'est leur conception, savoir comment les scientifiques ont fait pour relever des défis parfois impossibles et permettre ces découvertes possibles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'objet le plus froid qui existe dans l'univers. C'est-à-dire que rien n'est plus froid que ça, ni sur Terre, ni sur Mars, ni sur Pluton, ni dans la galaxie, ni dans une autre, ni au confort de l'espace. Rien. Et cette chose est un super satellite européen, et son nom est Planck. Alors les deux questions que ça soulève dans un premier temps, c'est pourquoi? Pourquoi l'objet le plus froid? Quel est l'intérêt? Et la seconde question que ça soulève, c'est comment? Comment une telle chose est-elle possible? C'est quand même extraordinaire. Alors pourquoi? Pourquoi l'Europe avait besoin de consacrer 10 ans et 500 millions d'euros dans la recherche et le développement d'un satellite archi-froid de 2 tonnes et d'une durée de vie de base De seulement 2 ans. Pour la science, bien sûr. Car le problème auquel ils tentent de répondre, en réalité, ça fait déjà plus de 30 ans que les scientifiques s'acharnent à mettre le doigt dessus. Et ils en sont pas à leur premier coup d'essai. En fait, Planck, c'est le troisième de sa génération. Les deux premiers ont été lancés par les Américains en 89 et 2001. Ils étaient les tout premiers satellites en cosmologie de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils avaient pour seul objectif l'étude du cosmos. Et ils ont quand même sacrément bien marché parce que le tout premier va même recevoir un prix Nobel en 2006 pour ses résultats. Oui, car il a juste prouvé que le Big Bang c'était pas du flan, il a réussi à le prendre en photo. Alors, ce qu'il prend en photo concrètement, c'est le flash du Big Bang, qui s'est passé aux alentours de 380 000 ans après sa naissance. Bon, bah où est le problème alors? Pourquoi l'Europe a tenu absolument à faire un troisième, plus cher, avec des specs de dingue? Bah la réponse est d'autant plus évidente que l'évolution technologique de nos appareils photo aujourd'hui, à savoir la qualité. Et oui, les scientifiques aussi sont exigeants sur la qualité de leur appareil. Et même si la résolution des deux premiers appareils a suffi à prouver que c'était là, elle n'a pas suffi à identifier clairement le profil détaillé de l'individu. Celui-là, ils l'ont pris en photo, donc c'est là, on a prouvé la théorie, tout ça c'est cool. Mais les scientifiques veulent en savoir un peu plus maintenant. Car ce qu'on prend là en photo, c'est juste dément, une vraie mine d'infos sur notre univers dans son entier. Donc la science en veut une radiographie complète. Car tout savoir de ça, c'est tout savoir de l'espace. Et donc, Planck est né. Avec un objectif de taille, attention, faire nettement mieux que ses deux prédécesseurs. C'est-à-dire faire une photo parfaite, sans avoir besoin d'y revenir après. Elle serait tellement parfaite qu'elle deviendrait à elle seule une base de données fiable pour l'ensemble de la communauté scientifique. Et ainsi devenir la première carte détaillée et dynamique de l'univers à son apogée. Et permettre à l'espèce humaine de comprendre dans quel monde nous vivons, par quoi nous sommes entourés et quelles sont nos origines. Autant dire qu'il y a du boulot les gars. Alors pour faire une photo parfaite, il faut comprendre pourquoi les précédentes ne le sont pas. Trop de lumière, une bonne mise au point, à contre-jour... Bref, donc les ingénieurs ils ont penché sur la question pendant pas loin de 10 ans et ils ont trouvé la recette parfaite. Parmi ces ingrédients, il y en a un qui est essentiel, c'est même le plus important. À savoir que tout ce qui est plus chaud que la lumière du Big Bang deviendra un parasite sur la photo et le rendu final. C'est un peu comme si on essayait de capturer un lampadaire avec un appareil en pleine nuit. On va avoir sa lumière qui va s'étendre sur l'objectif et sur le rendu comme une étoile. Bon, un peu comme en voiture, quand il pleut, ça nous gêne et ça nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Les scientifiques ont donc trouvé une solution, et pas des moindres, puisqu'il faut que l'appareil soit placé à la même température que cette fameuse lumière. Lumière qui, pour la petite histoire, s'appelle lumière primordiale parce que c'est la toute première lumière qui a pu s'échapper librement dans le cosmos sans aucune retenue. Et ça depuis des milliards et des milliards d'années. Et même si au début elle était vraiment très chaude, elle était aussi chaude que la surface du soleil, aujourd'hui elle est beaucoup plus froide, mais genre beaucoup. La lumière primordiale a une température actuelle, tenez-vous bien, de moins 270 degrés Celsius. Alors là, on imagine bien la tronche qu'ont dû tirer les ingénieurs quand on leur a fait part de cette info. Car pour vous dire, le zéro absolu se situe à environ moins 273 degrés Celsius. Alors à titre de comparaison sur Terre, l'endroit le plus froid se situe aux alentours de moins 93 degrés Celsius. C'est du côté du plateau de l'est de l'Antarctique. Et voyez aussi l'azote liquide qui est servi dans de nombreuses expériences de sustentation par lévitation magnétique et aussi dans les hoverboards qu'on peut voir dans de nombreuses récentes vidéos.
elle a une température négative aux alentours de moins 210 degrés Celsius. Donc là, c'est vraiment très froid. Et imaginez l'armée de cerveaux qu'il faut pour pouvoir rendre ça possible dans l'espace. Et pas dans un milieu contrôlé comme sur Terre. Alors une dizaine de nations ont collaboré sur ce projet, dont l'Europe essentiellement, mais aussi les Américains, qui ont été chargés de mettre au point un des échelons du système de refroidissement. Car le système est tellement complexe qu'il aura fallu répartir les tâches pour rendre le problème moins coûteux. Les Américains donc, les Anglais aussi, et les Français. Oui, nous, oui, et pas un bout de tuyau, une batterie, mais juste la partie la plus complexe du système de refroidissement. Celle qui va jusqu'à moins 273 degrés Celsius. La partie est tellement complexe qu'il aura fallu pour elle seule des années et des années de travail avant de la voir sortir des usines de Grenoble. Elle permet un refroidissement constant des instruments de moins 271 à moins 273 degrés Celsius. Une première. Son refroidissement suit le même principe que celui d'un réfrigérateur. À savoir, c'est l'évaporation d'un fluide qui va générer le froid. Sauf qu'ici, au lieu que ce soit un fluide, ça va être deux gaz. Et vu qu'on mélange deux gaz ensemble, on va pas pouvoir les séparer pour s'en resservir après. Donc on les laisse s'échapper librement dans l'espace et donc le système a une durée de vie limitée. Mais il va tout de même tenir près de 1000 jours. Attends, ce que ça veut dire quand même que les instruments de ce satellite ont été pendant pas loin de 1000 jours les objets les plus froids du cosmos. Bordel! Bref, le résultat de tout ce froid, c'est la fameuse banque de données qu'on attendait tant. Une carte tellement précise que tous les scientifiques ont réussi à y voir ce qu'ils n'arrivaient pas à voir avant. Car souvenez-vous, le portrait de notre individu n'avait pas pu être clairement dressé. Et aujourd'hui, ils le connaissent beaucoup mieux. Et ils savent que c'est pas exactement celui auquel ils s'attendaient. Car la précision record et historique des relevés de Planck ne peut laisser place à absolument aucun doute. Et leur véracité est absolument irréprochable. Et là, accrochez-vous bien. Parce que les calculs qui prédisaient l'inflation du Big Bang ne collent pas parfaitement avec la photo que nous a donnée Planck. Et il y a deux endroits spécifiques sur cette carte qui ne correspondent absolument en rien avec ce qu'on avait prévu. Et si notre science ne colle pas à la réalité, c'est qu'elle n'est pas vraie. C'est qu'il y a toute une science à revoir, celle d'Einstein entre autres, et j'en passe. Bref, notre science actuelle, moderne, semble être fausse. Quelle découverte pour notre super satellite! Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode, j'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, merci de m'encourager en partageant un maximum cette vidéo et en laissant un petit pouce bleu. Et en attendant, regardez où ça se passe!